journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Cette fois, il n'a pas pris de gants. Emmanuel Macron s'en est pris violemment à la Russie hier soir à la tribune des Nations Unies. Le chef de l'État accuse clairement Moscou d'avoir provoqué le retour à l'âge des impérialismes et des colonies pour qualifier l'agression russe contre l'Ukraine. Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour. Vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Alexis, vous avez assisté à ce discours du président français. Cette allocution d'une trentaine de minutes a tourné au réquisitoire contre Moscou et les pays qui préfèrent garder le silence sur l'agression russe. Oui, Emmanuel Macron l'a martelé à plusieurs reprises. Avec la guerre en Ukraine, la Russie signe le retour de l'impérialisme. Il y a un risque, selon le chef de l'État, celui d'une nouvelle partition du monde. Alors le président s'est adressé aux pays restés neutres depuis le début du conflit, en dressant une comparaison historique avec les États non alignés, ceux qui fuyaient la logique de bloc au moment de la guerre froide. Le combat des non alignés, c'était un combat pour la paix, c'était un combat au service de la souveraineté des États. Ceux qui se taisent aujourd'hui servent, malgré eux, ou secrètement, avec une certaine complicité, la cause d'un nouvel impérialisme, d'un cynisme contemporain qui désagrège notre ordre international, sans lequel la paix n'est possible. Face aux défis climatiques et alimentaires, Emmanuel Macron plaide pour un sursaut collectif. Il est urgent de bâtir un nouveau contrat, un nouveau pacte de solidarité entre le Nord et le Sud. Et sur ce point, il faut que les pays du G7 les plus riches montrent l'exemple. Enfin, dans cette vision du monde plus égalitaire, le président défend une réforme du Conseil de sécurité pour le rendre plus représentatif et limiter le recours au droit de veto en cas de crime de masse. Veto utilisé par la Russie depuis le début du conflit en Ukraine. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Alors on attend incessamment sous peu une intervention télévisée de Vladimir Poutine. Moscou continue d'avancer ses pions sur le terrain ukrainien et convoque des élections dans les régions occupées. Un référendum d'annexion dont le but est de rattacher 4 régions à la Russie. Lugansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia se prononceront entre le 23 et le 27 septembre sur leur avenir. L'issue du vote ne fait aucun doute, elles deviendront des provinces russes. Washington et la plupart des capitales occidentales dénoncent un simulacre de référendum qui n'aboutira en aucun cas à leur reconnaissance. Condamnation quasi unanime saluée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux. On l'écoute. Merci aux amis et partenaires de l'Ukraine de condamner fermement les tentatives de la Russie de lancer ces pseudo-référendums. Voilà, le message de remerciement du président Volodymyr Zelensky, message adressé via l'application Telegram. Il est 7h04 sur Europe 1. C'est une avancée majeure pour les femmes qui souhaitent maîtriser leur contraception. Elles auront désormais accès à la pilule du lendemain gratuitement et sans restriction. Et plus besoin d'ordonnance et plus de conditions d'âge. Le ministre de la Santé, François Braun, veut mettre la prévention sous toutes ses formes au cœur de sa politique, Chloé Lagadou. Oui, les femmes pourront donc se procurer la pilule du lendemain gratuitement en pharmacie et sans ordonnance. Jusqu'à présent, la contraception d'urgence était gratuite seulement pour les mineurs et les moins de 26 ans. Pour les autres femmes, le coût en pharmacie pouvait aller de 3 à une vingtaine d'euros en fonction des médicaments. Et d'ailleurs, chez les majeurs, le prix était le premier motif de renoncement à la pilule du lendemain. Autre gratuité annoncée, le dépistage de toutes les infections sexuellement transmissibles. C'était déjà le cas de celui du VIH, mais désormais, le dépistage des IST sera donc possible sans prescription et gratuitement pour les moins de 26 ans. Ces 2 mesures seront donc inscrites dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 qui sera, lui, présenté en Conseil des ministres lundi prochain. Chloé Lagadou, le ministre, ouvre par ailleurs la porte à une réflexion sur la contraception masculine et son accès. Il va demander à la Haute Autorité de Santé des recommandations sur cette question. La politique maintenant. La France insoumise est-elle en train d'imploser? Rien ne va plus dans le parti depuis l'éruption de l'affaire Quatennens sur la place publique. Le député du Nord avoue avoir giflé sa femme alors que le couple est sur le point de divorcer. La rupture est déjà consommée dans les rangs du parti. Les féministes dénoncent la complaisance de Jean-Luc Mélenchon à l'égard du désormais ex-numéro 2 du parti. La statue du commandeur Mélenchon n'est pas encore tombée, mais elle vacille déjà sur son socle, Alexis de la Fontaine. Oui, un point de bascule pour la première fois dans l'histoire de la France insoumise. La parole de Jean-Luc Mélenchon n'est plus sacrée. Normalement, les messages Twitter du leader insoumis sont repris en chœur par tous ses fidèles, mais là, silence radio. Pire encore, en interne, la frange féministe impose une autre communication, car la nouvelle génération insoumise ne supporte pas le soutien de Jean-Luc Mélenchon à Adrien Quatennens, sans un seul mot pour la victime, comme Clémentine Autain qui cache difficilement sa colère. C'est normal qu'il y ait une colère, qu'il y ait une tension. Enfin, c'est logique. On a envie que ça cesse.
On a envie que ça cesse, ces violences. L'autorité jusqu'ici incontestée de Jean-Luc Mélenchon est mise à mal. La députée insoumise Pascale Martin dénonce même une position insuffisante et intenable. Réunis en comité restreint lundi soir, certains députés décrivent cet événement comme une rupture de la cohésion dans un parti habitué à la discipline. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1, la NUPES secouée par une autre affaire. Elle concerne le secrétaire national des Verts, Julien Bayou, abandonne la coprésidence du groupe écologiste à l'Assemblée. Il est visé par une enquête interne après les confessions de son ex-compagne. La nature exacte des faits reprochés à l'élu reste inconnue à ce stade. 7h06, vent de révolte en Iran après la mort de Mahsa Amini. Les manifestations se multiplient dans tout le pays pour dénoncer le décès de la jeune femme de 22 ans arrêtée la semaine dernière à Téhéran par la police des mœurs. Son crime, avoir laissé s'échapper une mèche de cheveux de son voile. Depuis, de nombreuses femmes se filment visage à découvert en train de se couper les cheveux. Mahsa, devenu symbole de l'oppression des femmes, Caroline Baudry. Même à Sari, ville de 300 000 habitants au nord-est de Téhéran, des femmes dansent, cheveux au vent, autour d'un feu, avant d'y brûler chacune leur hijab acclamé par la foule. Ce voile qui cache les cheveux est obligatoire en public. En Iran, l'ôté est passible de prison. Mais selon ces nombreuses vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, c'est bien tête dénudée que des femmes défilent parmi les centaines de manifestants qui affrontent la police du régime aux quatre coins du pays. Dans la capitale Téhéran, à Bâle, la République islamique entonne ses manifestants. Farhad Khosrow-Kavar est ancien directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, spécialiste de l'Iran. Ce qui est nouveau, selon lui, c'est le point de départ de cette insurrection, la protestation contre le code vestimentaire strict de la République islamique d'Iran. Il y a des femmes maintenant qui n'acceptent plus et qui vont provoquer le régime. Or, énormément de manifestants sont des hommes. Il y a une sorte de solidarité entre les hommes et les femmes. Si cela continue pendant une certaine période, on risque d'assister à l'ébranlement du régime. Ce n'est pas encore le cas en ce moment précis. Une situation explosive sur fond de graves crises économiques et d'une vague de répression depuis l'arrivée au pouvoir du président ultra-conservateur Raïssi en 2021. Cette même année, au moins 330 personnes auraient été exécutées par le régime. C'est 25% de plus qu'en 2020. Caroline Baudry, et le bilan de ces manifestations s'établit pour l'instant à 3 morts. Nous sommes mercredi, jour des enfants, jour du sport aussi. Souvent, ils sont de plus en plus nombreux à s'inscrire en club. Oui, on parle des sports collectifs, le handball, le basket ou encore le volley, ces sports que l'on appelle parfois, Dimitri, des sports de préau. Pourquoi ? Parce qu'ils se jouent en intérieur. On le dit d'ailleurs souvent avec un brin de condescendance. Eh bien, en tout cas, Axel May, ils attirent de plus en plus les jeunes. Oui, à la Fédération française de handball, le président Philippe Bana parle de raz-de-marée. On pense qu'on va dépasser le demi-million à la fin de l'année de licenciés du handball, plus qu'à la grande époque. Donc on va être entre 500 et 600 000 licenciés cette année. Le record était à 480 000 licenciés en 2019. En volley et en basket aussi, les fédérations constatent que les chiffres d'avant la pandémie sont en train d'être battus. Il y a bien sûr les résultats exceptionnels des sports collectifs aux Jeux Olympiques l'an dernier pour expliquer une telle augmentation des licences, mais ce n'est pas la seule raison, selon Jean-Pierre Sutat, président de la Fédération française de basket, qui revendique plus de 700 000 licenciés. Globalement, les gens ont envie de faire du sport, ou les gens ont envie de mettre leurs enfants au sport. Et c'est vrai qu'on a, nous, basket, une image positive. Et la seule limite que nous avons aujourd'hui, c'est la capacité de nos clubs d'en accueillir davantage. Aujourd'hui, à la date, il y a certains clubs qui sont déjà à saturation. Autre explication à cette augmentation des inscriptions, le développement de pratiques annexes comme le baby handball ou le basket à 3 contre 3. Mais malgré leurs bons résultats, ces sports collectifs restent loin du mastodonte qu'est le football avec environ 2 millions de licenciés. Axel May du service des sports d'Europe 1. Le football qui peut aussi se jouer en intérieur, mais pas à 11. Alors il faut un grand regard. Foot, basket, handball, Christophe, une préférence ? J'ai toujours eu un faible pour le hand. Voilà. Et pour le basket parce que je voulais grandir, mais ça n'a pas marché. Merci Christophe.